Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous revenons sur les textes MiCA et TFR, non pas pour les décortiquer, mais pour comprendre ensemble comment les plateformes françaises vont devoir s'adapter à ce texte européen et si les évolutions vont être de grandes évolutions ou simplement de petites adaptations. Des questions que nous allons poser à Antoine Collet, Head of Compliance chez CoinHouse. Bonjour Antoine Collet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble ces évolutions des acteurs PSAN. On va se concentrer sur les PSAN, ceux qui sont déjà, j'ai envie de dire, au diapason de la réglementation française et de l'AMF sur le sujet. On note qu'il y a des évolutions réglementaires au niveau européen. Donc, si je ne dis pas de bêtises, MiCA a été adopté par la Commission économique du Parlement européen le 10 octobre dernier, ce qui laisse entendre que le texte devrait être adopté de manière officielle par le Parlement européen, mais ça n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. TFR devrait être adopté dans la lignée également. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour des acteurs français déjà au diapason d'une réglementation française ? Alors pour être tout à fait précis, je pense que c'est attendu depuis pas mal de temps et effectivement, en tout cas la dernière mouture de texte qu'on a pu obtenir à la suite de ce vote début octobre apporte de nombreux changements qui étaient prévus pour certains, d'autres un petit peu plus curieux et qu'on attendait moins. D'accord. Et dans tous les cas, c'est deux textes fondateurs qui vont réorganiser un petit peu la façon dont les cryptos sont proposés au public européen. Alors qu'est-ce qu'on attendait déjà, qu'est-ce qui n'a pas changé et ensuite on ira sur ce qu'on attendait moins. Oui, tout à fait. Alors dans les choses qu'on attendait évidemment et pour lesquelles on a œuvré à travers nos associations de place, il y a tout un ensemble de règles qui concernent les CASP, dont l'équivalent PSAN au niveau européen. Les Crypto Asset Service Providers, c'est ça ? Exactement. Donc il reprend effectivement l'ensemble des services sur crypto qu'on fournit aujourd'hui en France, déclinés dans un texte européen. Les règles, on va dire, de gouvernance, les règles de sécurité des fonds, des règles de cybersécurité aussi sur l'infrastructure des systèmes sont quasiment majoritairement reprises et sur ça, pas de grande surprise. Oui, reprise par rapport au texte précédent, reprise par rapport à la législation française, parce qu'on entend souvent aussi que comme la France avait peut-être la législation la plus dure au niveau européen, quand on a harmonisé au niveau européen, finalement, on s'est un peu inspiré du texte français. Alors un peu, je dirais beaucoup. Beaucoup, d'accord. Ouais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acteurs français. Tout à fait. Ça nous donne peut-être une petite longueur d'avance par rapport à nos collègues européens. La France a été d'une impulsion, je dirais, fondamentale en fait dans l'émergence de ce texte MiCA. On a fait cette gap analysis, donc ce travail de démarquage entre qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne l'est pas entre la France et l'Europe chez CoinHouse. Et effectivement, on a retrouvé quasiment tous nos bébés. D'accord. Il y a peut-être plus de 95% du texte qui est fortement inspiré du régime PSAN français. Donc ça veut dire que quand on est PSAN, on est CASP sans trop se poser de questions ? Alors, si on est un bon PSAN et si on est un bon PSAN agréé... Ah d'accord, donc pas enregistré, agréé. On a toutes les chances. Il n'y en a pas encore aujourd'hui ? Non, pas encore. On a toutes les chances de décrocher l'agrément CASP. D'accord. Dans le cas de MiCA, attends. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. Ça, quand on parle de CASP, alors quand on parle de PSAN, il y a un enregistrement PSAN et un agrément PSAN. Aujourd'hui, quand on parle de PSAN, ils sont enregistrés PSAN. CoinHouse est enregistré PSAN. Il n'y a pas encore d'agrément PSAN puisque ça va encore plus loin, notamment en lutte, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou autre. Enfin, j'ai pas tous les détails, mais on a fait une émission sur le sujet sur Smart Patrimoine. Quand on va parler de CASP, on va également parler d'enregistrement et d'agrément ou il y aura qu'un agrément pour le coup ? Alors, il y aura qu'un agrément. D'accord. Ouais. Le régime, le moteur à deux vitesses, c'est très français. Il a fallu faire un produit d'appel, j'ai envie de dire, une sorte de bac à sable en fait de la part du régulateur français pour avoir cette soixantaine de PSAN aujourd'hui. On n'en aurait pas autant si c'était un régime d'agrément obligatoire pour tous. Donc ça a été parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a plus d'exigences, notamment en termes de protection de la clientèle et d'informations à fournir à nos clients en termes de cybersécu. Et les règles de démarchage ne sont pas du tout les mêmes. Vous ne pouvez pas démarcher des clients quand vous n'êtes pas agréé. D'accord. C'est vraiment un régime à deux vitesses. Et alors, ça veut dire que là, si je reprends les enregistrés PSAN aujourd'hui en France, on va aller d'abord vers un agrément PSAN, selon vous, avant d'aller vers un agrément CASP, ou on va passer directement par la case CASP ? Alors, je vais reprendre les mots de Robert Ophel, le directeur de l'AMF, le président de l'AMF, qui a récemment exhorté les acteurs PSAN à venir s'agréer en amont de MiCA. Je pense que c'est la marche à suivre pour pouvoir avoir cette visibilité française dès la sortie de MiCA avec l'ensemble des PSAN français agréés MiCA. Bon, je rebondis sur les réponses que vous avez faites. Vous avez dit que c'est à 95% pareil, qu'il y avait également dans le texte des choses que vous anticipiez un peu moins. Qu'est-ce qui fait du coup quand même qu'il va y avoir une nécessité d'adaptation des acteurs français au niveau de la réglementation européenne ? Alors, il y a un ensemble de règles qui nous concernent moins dans le cadre du business de CoinHouse concernant les stablecoins, ces fameux actifs numériques qui sont adossés à des monnaies fiat, dollars, euros, etc. Les règles ont un petit peu changé à la dernière minute.
Rien de bien surprenant parce que en fait, c'est un sujet qui touche à la souveraineté monétaire et forcément le législateur est très attentif à ça. Bien sûr, il y a le sujet souveraineté monétaire et puis il y a on se souvient de Terra Luna par exemple, et donc il y a peut-être un peu plus d'angoisse au niveau des politiques sur le sujet. Oui, tout à fait. L'affaire Terra Luna, donc l'affaire de ces stablecoins algorithmiques qui se sont emballés à la suite de différents signaux, etc. Je pense que ça a été pris en compte. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le stablecoin va devoir être extrêmement régulé de sorte que vous soyez sous-jacent euro, par exemple le ROC qui est sorti il n'y a pas longtemps, on va vous demander de venir vous établir en Europe et être assujetti à une autorité française ou européenne dans le cadre de cette supervision. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire de sous-jacent euro, de stablecoin sous-jacent euro si on n'est pas domicilié en Europe. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors qu'à la différence pour le dollar, étant donné que l'hégémonie américaine est de ce côté du continent, les acteurs pourront continuer à le faire. Se pose du coup un deuxième sujet, celui de la reverse solicitation, c'est-à-dire le fait d'adresser en dehors de l'Europe des clients français ou européens, et comment les règles s'activent à ce niveau-là. Et là, c'est encore une pseudo-déception, on va dire, dans le cadre de MiCA. On souhaitait chez CoinHouse un règlement plus fort qui permette de mettre des barrières pour les acteurs étrangers qui venaient commercialiser leurs produits de manière un petit peu sauvage. Et ce texte qu'on a poussé en interne n'est pas totalement sorti dans la version à laquelle on aspirait et qui va laisser à l'ESMA le rôle de publier des guidelines à ce niveau-là. Alors on va revenir sur les stablecoins après, mais sur cette reverse solicitation, c'est un vrai sujet pour les acteurs français ou européens. Ça veut dire que si on veut par exemple faire de la publicité, il faut être agréé PSAN aujourd'hui ou CASP demain, si on veut faire de la publicité adressée aux clients européens, alors que on peut, si on est un acteur hors du continent européen, faire de la publicité détournée, c'est-à-dire ne pas aller chercher directement les clients sur des sites français, mais potentiellement sur des sites hors européens. Et là, pour le coup, il y aurait une sorte de concurrence déloyale. C'est ça le sujet, si on caricature un peu pour ceux qui nous écoutent? Autant caricaturer, c'est plus simple. Grosso modo, la reverse solicitation, c'est de dire le client européen est venu me chercher moi-même. D'accord, ouais. Je ne l'ai pas sollicité. Or, en fait, le fait est, c'est que à travers les réseaux sociaux notamment, vous pouvez trouver des pubs très nombreuses d'acteurs qui ne sont pas enregistrés en France ni dans le reste de l'Europe et qui en fait vont adresser indirectement le marché français et ensuite prétendre qu'ils ont été contactés par le client européen pour se dédonner de la réglementation. Mais s'il y a une publicité qui est adressée sur les réseaux sociaux, donc elle est adressée directement, pas indirectement. Tout à fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre, on va dire, répressif et de sanctions de la part des régulateurs qui n'est pas totalement formalisé, qui n'est pas du tout unifié au niveau de l'Europe. Donc en fait, ils ont beaucoup de mal à adresser ces acteurs qui opèrent de manière un peu sauvage sur le continent. Donc finalement, ce serait quoi? Ce serait un manque à gagner ou une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui auraient joué le jeu de l'agrément et qui seraient sur le sol européen, c'est ça? C'est le cas de CoinHouse qui, depuis le début, donc premier acteur enregistré en France, suit le jeu de la règle et se voit dans une compétition avec des acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors, autre question justement sur cette réglementation, et je reviendrai sur les stablecoins après, j'ai pas oublié cette partie-là, mais à partir du moment où on va avoir au niveau européen une réglementation fixe, ce qui devrait être le cas, ça veut dire qu'on va normalement avoir un terrain de jeu plus grand pour les acteurs français, mais plus de concurrence sur le sol français aussi, puisqu'il y aura la concurrence potentiellement d'autres acteurs européens dans un premier temps, et surtout d'acteurs qui ne sont pas allés sur le marché des cryptos jusque-là, parce que la réglementation n'était pas encore stabilisée. Ça veut dire qu'on devrait se retrouver dans un marché plus concurrentiel demain? Alors, je pense que c'est l'objectif, puisqu'en fait, ça signifie surtout un marché qui rassure du fait que les règles sont uniformes d'un pays à l'autre, et c'est ce qui fait la force de l'Union européenne. Ensuite, j'ai envie de dire, les acteurs qui sont là depuis plus longtemps ont forcément un train d'avance, une expertise plus mature à proposer à l'ensemble de ses clients, donc on ne voit pas du tout ça d'un mauvais œil côté CoinHouse. Très simplement, la réglementation européenne comme elle est actuellement, elle va porter le secteur des cryptos ou elle va étouffer le secteur des cryptos selon vous? Parce qu'on peut lire les deux, hein, ça dépend de qui donne une interview et quels sont les intérêts de chacun. Oui, bien sûr. Au niveau de CoinHouse, on perçoit ça comme une opportunité puisque on lève un petit peu le débat et on voit surtout des fortes tendances d'influence entre le bloc américain et le bloc asiatique. Le fait que l'Europe se dispose d'un vrai cadre uniforme, c'est une réponse au niveau mondial. Donc, parce qu'il n'y en a pas aux États-Unis de cadre aujourd'hui. Le président Joe Biden a émis des ordonnances récemment pour essayer de donner des guidelines. La SEC, donc l'autorité américaine, sanctionne très fréquemment des acteurs, donc on comprend que le cadre se dessine, mais un petit peu à coup de marteau. Nous, en France et en Europe, c'est plutôt à la plume pour l'instant. Donc il y a une vraie réponse à apporter. Donc on voit vraiment cette initiative d'un bon œil de notre point de vue. Alors je reviens sur les stablecoins rapidement, puisque on a souvent entendu dans l'écosystème crypto que le stablecoin euro le plus crédible, en tout cas le plus connu, était émis par un acteur américain. Ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir de stablecoin euro émis par un acteur américain? Cet acteur américain devra venir sur le sol français ou européen et être assujetti aux mêmes règles que nous lorsqu'il voudra les mettre. Lorsqu'il voudra les mettre sur le sol européen ou sur le sol européen. Sur le sol européen, donc il pourra toujours avoir un stablecoin euro vendu aux États-Unis, par exemple. Je pense que ce serait assez malvenu de faire ça, et puis je me demande quelle est la vraie demande qu'il y a derrière, tout simplement.
Ok, non mais c'est pour clarifier, effectivement, pour comprendre. Dernière question, non plus sur Mika, mais sur TFR. Alors le sujet sur TFR, c'était de lever un certain nombre de pseudonymat, finalement, dans les transactions lorsqu'on est acteur crypto, puisqu'il va y avoir maintenant l'obligation de partager des informations entre émetteurs et bénéficiaires, enfin qui concernent l'émetteur ou les bénéficiaires, et surtout évidemment de bloquer les transactions dès qu'il y a le moindre soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Et là, pareil, ça va changer beaucoup de choses pour les acteurs français. Oui. Oui. Là, très clairement, à la différence de Mika qui ressemble un peu au cadre français du PSAN et de l'agrément PSAN, pour TFR, c'est assez nouveau, ça ressemble beaucoup à ce que la finance traditionnelle fait déjà. Pourtant, dans le cadre de la blockchain, on a souvent l'idée d'un wallet anonyme et d'échange de valeurs entre wallets anonymes. TFR va grosso modo ordonner un peu tout ça et rendre beaucoup plus transparentes les identités des personnes qui s'échangent des cryptos dès lors que ceux-ci utilisent des wallets hébergés chez des PSAN. D'accord. Là, il va y avoir une légère différence selon que votre wallet, vous l'avez chez vous sur votre ordinateur, sur un MetaMask, etc. ou si vous êtes chez un acteur enregistré comme CoinHouse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 60 PSAN français dont on parlait tout à l'heure vont devoir demander à chacun des titulaires des comptes nom, prénom, carte d'identité et autres pour qu'ils puissent continuer à effectuer des transactions? Alors c'est déjà le cas dans le cadre du KYC, donc de l'ouverture du compte et de l'onboarding, de la création d'un wallet chez ces acteurs enregistrés. Demain, effectivement, il va y avoir des vases communicants entre deux PSAN qui vont devoir se transmettre les informations de l'originaire et du bénéficiaire, les confirmer et ensuite effectuer le trade. Bon, ce qui arrive dans chaque virement bancaire classique entre deux banques. Exactement. Mais ce qui n'était pas le cas dans le monde des cryptos jusqu'à présent. C'est une révolution pour les crypto-maximalistes, on va dire, et c'est quelque chose d'inéluctable et qu'on attendait tous pour les gens qui, comme moi, viennent de la finance traditionnelle et qui connaissent tout à fait les règles actuelles sur le protocole SEPA en Europe. Merci beaucoup Antoine Collet d'être venu décrypter avec nous cette réglementation et l'adaptation des PSAN en matière de réglementation européenne. Je rappelle que vous êtes Head of Compliance chez CoinHouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.